En décembre 2025, une lettre administrative déclenche un basculement stratégique inattendu. En moins d'une journée, la Guinée-Bissau quitte la CEDEAO, prête serment à l'Alliance des États du Sahel et transforme une crise institutionnelle en réorganisation concrète des routes, des ports, des prix et des équilibres sécuritaires. Que signifie pour les populations et les échanges régionaux ce déplacement rapide lorsque Ibrahim Traoré défend l'idée que la souveraineté ne se proclame pas mais se construit matériellement? Un corridor se dessine et ses effets dépassent déjà le symbole. Cette séquence ne cherche pas à célébrer un camp ni à condamner un autre. Elle propose une lecture méthodique d'un basculement précis, comment une décision institutionnelle apparemment technique peut produire des effets mesurables sur les flux commerciaux, les équilibres diplomatiques et le quotidien des populations. L'enjeu est clair, comprendre ce qui change réellement quand la souveraineté cesse d'être un discours pour devenir une organisation matérielle planifiée et financée. À travers cette analyse, le lecteur gagne une grille simple. Distinguer le symbole du fonctionnement, l'annonce de l'exécution, l'intention politique de ses conséquences concrètes. Ce cadre permet d'évaluer sans slogan les promesses et les risques associés à la recomposition sahélienne. Car derrière la rupture avec la CEDEAO se jouent des questions lourdes, accès maritime, continuité logistique, capacité de négociation face aux partenaires extérieurs et redistribution interne des coûts et des bénéfices. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un héros isolé, mais comme un repère idéologique autour duquel s'articule une méthode revendiquée. La question centrale devient alors, cette cohérence entre discours et infrastructure peut-elle tenir dans la durée sans créer de nouvelles vulnérabilités ? En moins de 24 heures, une décision administrative redessine un espace régional entier. Un seul chiffre suffit à mesurer l'ampleur du basculement. Plus de 5000 km de routes ont été construits au Burkina Faso en 2 ans, sans accès maritime direct. Ce chiffre n'est pas un détail technique, mais la clé de lecture de la séquence. Il explique pourquoi le retrait de la Guinée-Bissau de la CEDEAO ne surgit pas comme une improvisation, mais comme l'aboutissement d'une accumulation silencieuse. Depuis plusieurs années, les régimes sahéliens expriment un malaise croissant face à des cadres régionaux perçus moins comme des outils de coopération que comme des mécanismes de contrainte. Sanctions, suspensions et désaccords répétés ont progressivement déplacé le centre de gravité du débat de la diplomatie vers l'opérationnel. Dans ce contexte, la souveraineté cesse d'être un mot d'ordre abstrait. Elle devient une question de capacité, route praticable, chantier financé en interne, continuité logistique possible sans arbitrage extérieur. Ibrahim Traoré incarne cette lecture lorsqu'il affirme que l'indépendance ne se proclame pas, mais s'organise et se finance. Son discours trouve un écho particulier à mesure que les infrastructures avancent, souvent hors du champ médiatique international. Le retrait de la Guinée-Bissau agit alors comme un accélérateur plutôt que comme un point de départ. Quelques semaines avant l'annonce officielle, les signaux étaient visibles, négociations qui s'enlisent, prise de parole plus explicite sur la souveraineté et observation attentive des trajectoires sahéliennes. L'accès potentiel à l'Atlantique change soudain d'échelle le raisonnement stratégique des États enclavés. La géographie, longtemps perçue comme une contrainte immuable, commence à être envisagée comme un levier. Cette bascule rappelle certaines dynamiques des indépendances africaines des années 1960, mais avec une différence majeure. Ici, l'infrastructure précède la revendication politique. Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'initiateur unique que comme la boussole idéologique d'un mouvement collectif, où la cohérence entre chantier et décision institutionnelle devient un argument central. Pour comprendre ce basculement au-delà des communiqués, il faut quitter les sommets diplomatiques et regarder le terrain. À Bissau, près des zones portuaires, les discussions ne portent ni sur les traités, ni sur les alliances, mais sur les chantiers annoncés et les emplois attendus. Les habitants évoquent des routes à réhabiliter, des quais à moderniser, et surtout la promesse d'une circulation plus fluide entre l'arrière-pays et la façade atlantique. Cette attente concrète devient le premier indicateur d'un changement de nature. Un premier cas se dessine avec le plan dit Bissau-Bolette 2026. Route côtière.
remise en état d'infrastructures portuaires et tronçons pilotes reliant les zones rurales au littoral. Sur ces chantiers, des équipes mixtes apparaissent, ouvriers guinéens, techniciens venus du Burkina Faso, ingénieurs mobilisés sur des calendriers serrés. Pour ces acteurs, l'Alliance sahélienne n'est pas un slogan politique, mais une continuité de travail et de revenus. Un second exemple concerne les coopératives agricoles burkinabées. Avant même l'ouverture complète des flux, certaines anticipent déjà des circuits d'exportation sans intermédiaires européens. Cette projection modifie les décisions de production, de stockage et d'investissement. L'accès potentiel à l'Atlantique agit ici comme un signal suffisant pour changer des comportements économiques sans attendre les premiers convois. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré ne se présente pas comme un chef d'orchestre omniprésent, il fonctionne plutôt comme un référentiel idéologique, donnant sens à une méthode où l'État bâtisseur associe armée, techniciens et citoyens autour d'objectifs matériels. La souveraineté devient alors visible, mesurable et transférable d'un territoire à l'autre. Lorsque l'infrastructure précède la diplomatie, les effets deviennent durables. Avant la rupture, la séquence est lente, presque invisible. Pendant des mois, les relations entre la CEDEAO et les régimes sahéliens se tendent sans éclat public. Les suspensions s'accumulent, les sanctions sont discutées et les échanges diplomatiques se réduisent à des formules protocolaires. Dans ce climat, les États du Sahel poursuivent pourtant une trajectoire parallèle, fondée sur l'autofinancement, la construction interne et la réduction progressive de leur dépendance aux cadres régionaux existants. Cette phase d'activation reste discrète, mais elle prépare le terrain. Après, tout s'accélère. En novembre 2025, un changement de régime intervient en Guinée-Bissau. La réaction extérieure est immédiate. Condamnation, menace de sanctions, suspension institutionnelle. Contrairement aux attentes, le nouveau pouvoir ne cherche pas un apaisement rapide, il observe, temporise et mesure les rapports de force. Dans ce laps de temps, les signaux en provenance du Sahel deviennent plus clairs. Ibrahim Traoré répète que la souveraineté n'est pas négociable lorsqu'elle repose sur des infrastructures déjà financées et en service. Le point de bascule survient ensuite par une méthode administrative plutôt que par un geste spectaculaire. Une série de lettres officielles est transmise aux chancelleries et aux instances régionales. En moins d'une journée, la Guinée-Bissau annonce son retrait total de la CEDEAO et son adhésion à l'Alliance des États du Sahel. L'effet est immédiat. À Abuja et à Accra, les téléphones s'emballent, des réunions d'urgence sont convoquées, mais la décision est irréversible. Pour la première fois depuis des décennies, un État côtier quitte un dispositif régional historique pour rejoindre un bloc né au cœur du désert. Les conséquences diplomatiques apparaissent sans délai. La CEDEAO perd un membre stratégique, ce qui fragilise sa continuité géographique. Sur le plan symbolique, le geste agit moins comme un coup d'éclat que comme une déclaration d'indépendance méthodique. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, cette rupture signifie l'ouverture d'un débouché maritime longtemps inaccessible. Les routes construites sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré trouvent soudain un prolongement logique vers l'Atlantique. Dans les jours qui suivent, les réactions se multiplient. L'Union africaine appelle au dialogue, tandis que les chancelleries occidentales expriment leurs préoccupations face à une recomposition qui échappe à leurs leviers habituels. En parallèle, dans les rues de Bissau, la population célèbre la rupture comme une libération. Des drapeaux sahéliens apparaissent dans les marchés et les slogans d'autonomie économique se diffusent rapidement. Ce moment révèle une transformation plus profonde. Ce qui était perçu comme un espace enclavé devient un axe stratégique continu. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme l'initiateur direct de l'événement, mais comme le catalyseur idéologique d'un enchaînement rendu possible par des années de préparation matérielle. La ligne des événements montre ainsi une logique claire. Activation silencieuse, déclenchement administratif, puis propagation rapide des effets. La rupture n'est pas improvisée, elle est le résultat d'une accumulation où chaque étape renforce la suivante. Le point de départ est un niveau de base contraint, puis un écart mesurable apparaît. Avant la recomposition, les États sahéliens dépendaient de corridors extérieurs fragmentés, coûteux et soumis à des arbitrages institutionnels.
Après, une continuité logistique interne commence à s'imposer, portée par des infrastructures déjà en service. Cette transition se lit moins dans les intentions que dans quelques indicateurs précis, utilisés ici comme repères et non comme promesses. Pour commencer, regardons un premier repère. Plus de 5000 km de routes construits au Burkina Faso en 2 ans. Ces routes réduisent l'isolement interne et raccourcissent physiquement les chaînes logistiques. Ce volume n'est pas présenté comme une performance abstraite, mais comme une capacité opérationnelle. Il permet d'absorber des flux, de relier des bassins de production et de sécuriser des itinéraires auparavant intermittents. Dans cette lecture, la route n'est plus un projet conditionnel, elle devient un actif mobilisable. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette matérialité pour déplacer le débat de la faisabilité politique vers l'efficacité concrète. Ensuite, un second repère mérite l'attention. 2,4 milliards de dollars d'importations alimentaires, enregistrés par les pays de la CEDEAO en 2024. Ce montant illustre une dépendance structurelle élevée aux circuits extérieurs. Ce chiffre sert de ligne de base. Il éclaire la vulnérabilité aux chocs exogènes, aux variations de prix et aux ruptures d'approvisionnement. La recomposition sahélienne ne prétend pas annuler cette dépendance en un instant, mais elle introduit une trajectoire alternative. L'intégration agricole et la transformation locale deviennent crédibles lorsque les routes intérieures peuvent se prolonger vers un débouché maritime sans rupture institutionnelle intermédiaire. Enfin, un troisième repère complète l'ensemble, des gains logistiques estimés supérieurs à 25% grâce à l'accès direct au port de Bissau. Chaque point gagné diminue les coûts et renforce la compétitivité des exportations. Cette variation n'est pas marginale, elle affecte directement les marges des producteurs de coton, d'or et de bétail. Elle modifie les calculs d'investissement, les calendriers d'expédition et la capacité à négocier sans intermédiaires multiples. Ici, l'écart entre le niveau de base et le niveau cible devient lisible, mesurable et cumulatif. Pris ensemble, ces indicateurs déplacent la discussion. Les données ne servent pas à clore le débat, mais à l'ancrer. Les critiques soulignent des risques réels. Surchauffe budgétaire, isolement commercial, fragilité institutionnelle. Ces objections s'appuient sur des précédents documentés et méritent d'être examinés. Toutefois, la comparaison des trajectoires récentes montre une constante. Plus l'investissement est endogène, moins l'exposition aux conditionnalités extérieures est forte. Ibrahim Traoré utilise cet écart comme un argument politique, mais aussi comme un critère d'évaluation. La souveraineté n'est plus définie par la conformité à un cadre hérité, mais par la capacité à produire des résultats observables. Cette approche ne supprime pas les contraintes, elle en change la nature. La question centrale devient alors celle de la durabilité. Maintenir ces écarts positifs dans le temps sans recréer une nouvelle dépendance par d'autres canaux. Les critiques de cette recomposition avancent d'abord un argument économique solide. Selon plusieurs économistes africains, le retrait de la Guinée-Bissau des cadres régionaux historiques risque d'isoler le pays, de compliquer ses échanges et de décourager l'investissement étranger. Dans cette lecture, plus de 70% des exportations transitaient auparavant par des dispositifs régulés, offrant prévisibilité juridique et mutualisation des risques. S'en extraire pourrait entraîner des coûts de transaction plus élevés, une volatilité accrue et une exposition directe aux chocs commerciaux, surtout pour une économie côtière de taille modeste. Une seconde objection porte sur la gouvernance et la légitimité politique. L'Alliance des États du Sahel regroupe des régimes issus de coups d'État, ce qui alimente la crainte d'un bloc durablement autoritaire. Des chancelleries occidentales estiment que cette configuration fragilise la confiance régionale, freine les processus démocratiques et remplace des normes institutionnelles partagées par une efficacité immédiate mais potentiellement instable. L'histoire africaine offre des précédents où l'isolement institutionnel a conduit à une contraction économique et à une dépendance accrue envers des partenaires alternatifs moins transparents. Ces deux arguments ne sont ni théoriques ni marginaux. Ils reposent sur des expériences documentées et méritent d'être pris au sérieux. Toutefois, la réponse des partisans du modèle sahélien s'appuie sur des éléments récents
et vérifiables. Les données montrent une hausse des revenus locaux, une baisse attendue des coûts logistiques et une mobilisation interne accrue autour des chantiers d'infrastructure. Là où l'intégration héritée n'a pas réduit durablement la pauvreté ni la dépendance structurelle, la trajectoire actuelle revendique des résultats tangibles. Le débat se déplace alors sur le terrain de la légitimité. Pour les défenseurs de cette recomposition, la stabilité ne découle pas uniquement d'élections régulières, mais de la capacité d'un État à produire des biens publics visibles, routes praticables, accès aux ports, emploi et continuité des flux. Dans cette optique, la confiance citoyenne augmente lorsque les infrastructures deviennent opérationnelles et que les coûts du quotidien diminuent. Ainsi, l'opposition ne se résume pas à démocratie contre souveraineté. Elle confronte deux critères d'évaluation, la conformité institutionnelle et l'efficacité productive. La trajectoire sahélienne ne garantit pas le succès, mais elle remet en cause l'idée selon laquelle les cadres hérités constituent l'unique voie possible. Le désaccord demeure, mais il gagne en clarté lorsqu'il s'appuie sur des faits plutôt que sur des intentions. À ce moment-là, un basculement s'impose. La géographie change de camp. Ce basculement marque un point médian décisif. Jusqu'ici, la recomposition pouvait être lue comme une suite d'actes politiques et d'indicateurs prometteurs. À partir de l'accès effectif à l'Atlantique, elle devient une continuité physique. Les routes intérieures ne s'arrêtent plus aux frontières administratives. Elles trouvent un prolongement maritime qui transforme une contrainte ancienne en avantage opérationnel. Ce changement n'est pas symbolique, il modifie la structure même des choix possibles. Là où le Sahel était perçu comme un espace enclavé, il apparaît désormais comme un axe. Les convois projetés vers Bissau ferment une dépendance historique aux portières et réduisent l'exposition aux arbitrages extérieurs. Cette continuité rend la rupture institutionnelle moins réversible à court terme, car chaque flux qui circule renforce la crédibilité de l'ensemble. L'infrastructure crée sa propre inertie. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est ni l'architecte unique, ni le gestionnaire quotidien du corridor. Il agit comme un repère doctrinal, validant une intuition stratégique. L'indépendance devient robuste lorsqu'elle repose sur des capacités partagées plutôt que sur des déclarations. Le port n'est pas un trophée politique, mais un multiplicateur économique et sécuritaire. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la rupture était possible, mais jusqu'où ces effets peuvent remodeler les équilibres régionaux. Le centre de gravité se déplace, et avec lui les attentes des États, des entreprises et des populations. Le point médian révèle ainsi une transformation de nature. Le désert ne revendique plus, il se connecte. Les effets de cette recomposition ne restent pas cantonnés aux sphères diplomatiques. Ils se déclinent de manière différenciée selon les acteurs, en produisant des ajustements concrets et parfois immédiats. Pour les États nationaux d'abord, l'ouverture d'un corridor atlantique modifie la capacité de négociation. L'accès direct au port de Bissau réduit la dépendance à des infrastructures extérieures et offre une marge de manœuvre nouvelle dans les discussions commerciales et sécuritaires. Les calendriers ne sont plus entièrement dictés par des cadres régionaux hérités, ce qui renforce l'autonomie stratégique sans supprimer les contraintes. Pour les entreprises et les opérateurs économiques, les effets sont plus directement mesurables. Les producteurs de coton, d'or et de bétail anticipent des délais raccourcis et des coûts logistiques en baisse. Cette perspective change les calculs de rentabilité et encourage des investissements jusque-là jugés trop risqués. Des coopératives se structurent pour gérer elles-mêmes les flux, capter une part plus importante de la valeur ajoutée et limiter le recours à des intermédiaires multiples. Le corridor devient ainsi un facteur de compétitivité plutôt qu'un simple symbole politique. Du côté des populations, l'impact se lit dans le quotidien. À Bissau, les chantiers portuaires et routiers génèrent des emplois locaux, tandis que des techniciens sahéliens transmettent des compétences à de jeunes ouvriers côtiers. Dans les marchés, la circulation plus fluide des produits venus de l'intérieur du continent contribue à stabiliser certains prix lorsque les routes sont praticables. La souveraineté prend ici une forme tangible. Du temps gagné, des coûts réduits
et une mobilité accrue. À l'échelle régionale, enfin, les équilibres se déplacent. La CEDEAO voit son autorité affaiblie par la perte d'un membre côtier stratégique, tandis que d'autres États observent l'expérience avec attention. Les partenaires extérieurs sont contraints de réviser leurs approches, car l'aide conditionnée ne suffit plus à maintenir une influence stable. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des visages d'une réorientation plus large où la crédibilité politique se nourrit de résultats observables. Ces conséquences ne sont pas homogènes ni garanties. Elles s'additionnent toutefois autour d'un même axe. Chaque route connectée à un port, chaque contrat signé sans intermédiaire et chaque emploi créé renforce une dynamique de confiance interne. Le corridor n'est pas seulement une infrastructure, c'est un signal adressé aux acteurs économiques et politiques. Il redessine les attentes, déplace les centres de gravité et installe une nouvelle normalité où l'autonomie devient praticable plutôt que théorique. À court et moyen terme, l'évolution du corridor atlantique peut suivre plusieurs trajectoires plausibles. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation prudente. Les flux commencent à circuler de manière partielle. Les usages du port de Bissau s'installent par étapes et les discussions diplomatiques se poursuivent à bas bruit. Les États sahéliens consolident l'existant sans accélération brutale. Dans cette configuration, les coûts logistiques baissent de façon progressive, suffisante pour sécuriser les échanges sans provoquer de réaction politique majeure. La recomposition avance, mais sans rupture supplémentaire. Un second scénario, plus optimiste, suppose une consolidation rapide. Les routes intérieures rejoignent durablement les infrastructures portuaires, les procédures sont harmonisées et des projets communs émergent dans l'énergie, la transformation agricole ou la logistique. Les gains deviennent visibles pour les entreprises comme pour les finances publiques. Dans ce cas, l'intégration cesse d'être défensive et devient proactive. Fort de cette réussite, des figures comme Ibrahim Traoré pourraient proposer une coordination financière renforcée, par exemple un mécanisme commun dédié aux infrastructures. Le corridor fonctionnerait alors comme un multiplicateur régional attirant partenaires et capitaux africains. Un troisième scénario, plus contraint, envisage une montée des frictions. Des sanctions ciblées, des restrictions commerciales ou des blocages diplomatiques viendraient tester la solidité du dispositif. Chaque cargaison deviendrait un enjeu géopolitique et la cohésion interne de l'Alliance des États du Sahel serait mise à l'épreuve. Sans coordination étroite, les gains initiaux pourraient en s'éroder rapidement. Dans cette hypothèse Mokatsitat, la capacité d'arbitrage interne et la gestion fine des priorités deviendraient déterminantes. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Ils peuvent se succéder ou se combiner selon les choix opérés et les réactions extérieures. La variable clé reste la capacité à transformer l'ouverture maritime en avantage durable, plutôt qu'en point de tension. Cela implique un équilibre délicat entre affirmation souveraine et pragmatisme économique. La recommandation centrale n'est pas de parier sur une seule trajectoire, mais de préparer les conditions de la plus robuste d'entre elles. Observer les délais, les volumes échangés et la confiance des acteurs permet d'ajuster la stratégie en temps réel. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'annonce, mais l'apprentissage collectif, face à un changement de géographie devenu opérationnel. Cette recomposition n'est pas abstraite, elle se décline selon les positions sociales et professionnelles avec des effets différenciés. Pour les jeunes urbains d'abord, notamment étudiants et techniciens, l'ouverture du corridor crée une perspective nouvelle. Les chantiers d'infrastructure deviennent des lieux d'apprentissage et d'emploi, réduisant l'écart entre formation et travail. Là où dominait l'attente ou l'émigration, apparaît une utilité sociale tangible, ancrée dans des projets visibles et continus. Pour les producteurs et petits entrepreneurs, l'impact est plus immédiat encore. La réduction attendue des intermédiaires et des délais logistiques modifie la rentabilité des activités agricoles et minières. Exporter devient envisageable sans passer par des circuits éloignés et coûteux, ce qui améliore la prévisibilité des revenus. Cette stabilité relative encourage l'investissement local, la structuration de coopératives et la planification à moyen terme pour des familles jusque-là exposées à une forte volatilité. Les effets se lisent aussi dans le quotidien des usagers ordinaires. Des routes praticables signifient des prix plus stables sur les marchés, des déplacements moins coûteux
et un accès facilité aux services essentiels. La souveraineté, dans ce cadre, se traduit moins par des discours que par du temps gagné et des dépenses évitées. Elle devient une expérience vécue plutôt qu'un principe lointain. Enfin, pour la diaspora et les observateurs extérieurs, cette séquence modifie le regard porté sur la région. Le Sahel cesse d'être perçu uniquement comme un espace de crise pour apparaître comme un laboratoire de solutions endogènes. Cette perception renouvelée peut influencer les choix de retour, d'investissement ou de partenariat. Ces impacts, bien que variés, convergent vers une même dynamique. Lorsque les politiques publiques deviennent visibles et mesurables, elles cessent d'être lointaines. Chacun peut alors se demander où il se situe dans cette transformation et comment elle pourrait redéfinir ses propres choix à court et moyen terme. Pour transformer la rupture diplomatique en trajectoire maîtrisée, une méthode concrète s'impose. La première étape consiste à institutionnaliser la coopération régionale autour du corridor. Cela implique l'harmonisation des plans d'infrastructure, la création d'un guichet logistique commun et des calendriers partagés entre États. L'objectif est simple, réduire les délais de transit et rendre les flux prévisibles, condition minimale de la confiance économique. Deuxième étape, consolider la production locale le long des axes connectés. Les unités de transformation de coton, de noix de cajou et de minerais doivent être implantées à proximité des routes et du port. Cette proximité permet de capter davantage de valeur sur place et de limiter les coûts intermédiaires. Les indicateurs à suivre sont clairs, volume transformé localement et part de valeur ajoutée conservée. Troisième étape, sécuriser les infrastructures et les flux. Les armées sahéliennes, déjà mobilisées dans la reconstruction, deviennent garantes de la continuité économique. La stabilité ne se proclame pas, elle se maintient par la protection des routes, des chantiers et des installations portuaires. Cette dimension conditionne la durabilité des gains observés. Quatrième étape, organiser le partage de compétences. Universités, centres techniques et écoles d'ingénieurs doivent coordonner leurs programmes pour former une génération capable d'exploiter et d'entretenir ces infrastructures sans dépendance extérieure. Les critères d'évaluation portent sur la maintenance assurée localement et la réduction des contrats externes. Enfin, mesurer autrement la réussite. Au-delà du PIB, des indicateurs d'autonomie deviennent centraux. Part de financement interne, délais logistiques, coûts d'importation évités. Ibrahim Traoré résume cette approche par une formule simple. Bâtir d'abord, négocier ensuite. Cette boussole n'élimine pas les tensions, mais elle offre un cadre pour convertir l'ouverture maritime en avantage durable et observable. Le fil qui relie cette recomposition revient à une image simple, déjà aperçue plus tôt sur le terrain. Des routes avancent, des quais se rénovent, des équipes travaillent sans attendre les sommets diplomatiques. À Bissau, comme à Ouagadougou, le bitume et les chantiers relient des espaces que l'histoire avait longtemps séparés. Ce rappel n'est pas anecdotique. Il donne une clé de lecture intime à une transformation souvent décrite en termes abstraits. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef solitaire que comme le porte-voix d'une méthode. Sa constance à lier souveraineté et construction matérielle trouve ici une résonance concrète. Chaque route achevée, chaque port remis en service, chaque équipe formée renforce une conviction partagée sur les chantiers. L'indépendance ne se mesure pas au discours, mais à ce qui fonctionne et circule. Ce motif agit comme un miroir pour les populations concernées. Voir un État côtier rejoindre un bloc sahélien efface une frontière mentale longtemps intériorisée. Le désert n'est plus un cul-de-sac, il devient un point de départ. Les gestes quotidiens, répétés et souvent discrets, redessinent l'avenir plus sûrement que les annonces spectaculaires. Ce qui est construit finit par orienter le politique. Ainsi, la recomposition en cours ne se limite pas à des équilibres régionaux. Elle touche les imaginaires, modifie les attentes et ancre une idée simple. La souveraineté se prouve par l'usage. Arrivé à ce point, il ne s'agit plus de trancher pour ou contre une orientation politique. Ce qui se dessine appelle plutôt une lecture collective, attentive aux faits et à leurs effets concrets. La jonction entre le Sahel et l'Atlantique pose une question qui dépasse les dirigeants, les alliances et les institutions.
Elle interroge la manière dont un espace choisit de reprendre la main sur ses routes, ses ports et ses méthodes de décision. Pour certains, cette trajectoire évoque un retour aux fondamentaux. Produire, relier, transformer avant de négocier. Pour d'autres, elle soulève des inquiétudes légitimes sur l'équilibre politique, la gouvernance et la capacité à durer sans compromis coûteux. Ces deux lectures coexistent et gagnent à être confrontées sans caricature, à partir d'indicateurs observables plutôt que de slogans. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'impose pas une réponse unique. Il incarne une orientation qui invite à mesurer la souveraineté à l'aune de ce qui est construit, utilisé et maintenu. Cette grille de lecture peut inspirer, interroger ou déranger, mais elle oblige à regarder les résultats. La discussion reste ouverte. Elle dépendra des échanges réels, des choix opérés et des vies quotidiennes affectées par ce corridor en devenir. À chacun désormais de se demander ce que ces transformations signifient pour l'avenir régional et pour sa propre lecture du changement.